toutes et tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les métiers et les secteurs, série de webinaires initiée par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour des métiers du déchet. Nos intervenants de ce jour, et nous les remercions d'avoir répondu positivement à notre sollicitation, sont Monsieur Julien Bouzenot, directeur de Rudologia, Monsieur Léopold Rousseau, responsable d'exploitation, Monsieur Brice Moïneau, ambassadeur du tri et maître composteur, et enfin Madame Sabrina Carpentier, responsable prévention des déchets et partenariat, RSE. J'allais me tromper sur l'acronyme. Tous trois travaillent chez Diez, filiale de Suez Dijon. Donc, quelques indications pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Sur la droite de votre écran, vous avez évidemment le chat pour poser vos questions tout au long du webinaire. Je laisse maintenant la parole à nos intervenants et vous souhaite un très bon webinaire. Monsieur Bouzenot, c'est à vous. C'est moi qui introduis. Bonjour à tous. Julien Bouzenot, je suis directeur d'une structure qui s'appelle Rudologia. Pour ceux qui ne connaissent pas, la rudologie, c'est la science des déchets. Donc, on pourra en parler au prochain repas de famille. Ça fait toujours très, très impressionnant. On est association basée à Lons-le-Saunier, qui existe depuis une vingtaine d'années, créée à l'initiative de la ville de Lons-le-Saunier, parce que dans le territoire du Jura, il y a une histoire particulière avec le tri des déchets que je ne vais pas vous refaire en entier, avec à la création de l'Association des maires de France, l'AMF, l'ADEME, et le ministère de la Transition écologique. Alors, on est basé à Lons-le-Saunier, mais on intervient majoritairement dans toute la France, finalement pas tant que ça à l'échelle de la région. Et dans nos activités, centre de ressources et de veille, pôle de compétences avec des activités de formation notamment, et puis un espace d'échange comme nous sommes une association. Nous avons une série d'adhérents, plutôt des grandes structures nationales, pas forcément des entreprises ou des collectivités en direct, mais plutôt des têtes de réseau. Voilà sur la description de Rudologia, ce n'était pas le plus intéressant. Je pense que ce qui va beaucoup plus intéresser là aujourd'hui les participants, c'est le secteur de la gestion des déchets. Moi, je vais planter le décor et puis après, mes homologues côté Suez vont vous présenter plus en détail les métiers. Là, sur cette diapositive, vous avez un panorama de tous les métiers qu'on peut retrouver dans la gestion des déchets. Dans la mesure où tout devient un déchet un jour ou l'autre, s'intéresser à la question des déchets, en fait, ça revient à s'intéresser à tous les autres secteurs d'activité. Que vous soyez un établissement de santé, que vous soyez une administration, des bureaux, un ménage, une industrie, le monde de la construction, bâtiments, travaux publics, tout, un jour ou l'autre, tous ces secteurs-là, un jour ou l'autre, produisent du déchet. Donc, vous imaginez bien que vous avez tous les produits qui sont neufs, qu'il faut livrer, qui servent à notre consommation du quotidien. Eh bien, tôt ou tard, tout ça devient un déchet, alors généralement le plus tard possible, mais dans certains cas, on est sur des produits qui ont une durée de vie assez courte. Et donc, ça veut dire qu'il faut prévoir notamment toute une série de solutions opérationnelles et logistiques pour aller évacuer ces déchets. Parce que si jamais les déchets restaient à leur place, restaient chez vous, dans votre cuisine, dans votre jardin, dans votre garage, dans votre sous-sol, ou dans une arrière-cour d'usine, ou dans un sous-sol d'hôpital, ça commencerait à poser des problèmes sanitaires, environnementaux, d'encombrement, etc., etc. Donc, les métiers de la gestion des déchets, pour une grande partie, sont des métiers qui sont d'ordre logistique, avec une caractéristique, c'est que, contrairement à des produits qui sont extrêmement normés et organisés, quand vous faites livrer des ramettes de papier, c'est dans un beau carton, tout est bien organisé, tout est en place. Alors que quand vous évacuez du déchet, généralement, c'est en mélange, c'est en vrac, c'est pas toujours de la même nature, pas toujours de la même taille, ce qui veut dire qu'il faut faire preuve d'inventivité, d'adaptabilité, et tout ça, ce sont des métiers qui nécessitent notamment énormément de main-d'œuvre. Et les métiers opérationnels, et là sur ce schéma, vous voyez les ronds verts qui sont de plus en plus petits, finalement les métiers opérationnels et les métiers logistiques sont ceux qui vont mobiliser le plus de personnel dans le secteur de la gestion des déchets. En France, ça va représenter à peu près 120 000 personnes, tous les salariés du secteur, public comme privé, et finalement l'essentiel des métiers sont sur l'opérationnel et la logistique, soit pour aller outiller, équiper en contenant, en benne, dans des déchetteries, en bac roulant, etc., etc., soit après, évidemment, pour aller ramasser les déchets qui sont contenus
dans ces contenants. Et puis, une fois qu'on a ramassé ces déchets, que nos métiers nous ont amenés sur la logistique, il faut bien faire quelque chose de ces déchets. Ces déchets arrivent dans des usines, dans des installations, et là, on passe dans le monde qui est un monde industriel, avec autant que possible de l'automatisation, des machines, mais encore une fois, les déchets, des fois, étant tellement hétérogènes, on n'est pas sur des process industriels qui vont être autant automatisés ou autant normés que ce qu'on pourrait s'attendre à trouver dans une industrie classique. Donc, nos industries, dans le secteur des déchets, sont elles aussi assez particulières. On va avoir des besoins qui sont très, très similaires à ce qu'on trouve dans l'industrie classique, notamment sur la maintenance et l'entretien des machines. Mais on a aussi besoin d'énormément de présence humaine dans ces secteurs-là, dans ces usines-là, dans ces installations, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir une surprise, un déchet qui arrive, qui n'est pas exactement celui qu'on imaginait voir arriver. Et puis, une fois que ces déchets sont passés dans ces usines, qui généralement ont des rôles d'affinage, de préparation, de tri, si notamment on a trié les déchets, ce n'est pas pour le plaisir de les trier, c'est que derrière, on va en faire quelque chose, et notamment récupérer le potentiel de ces déchets, qui vont être un potentiel soit de matière, quand on parle de recyclage, soit un potentiel d'énergie, parce que certains déchets peuvent être utilisés comme combustible, et on va rentrer dans un secteur qui est marchand, à savoir que les matières, l'énergie qui sont produites à partir de nos déchets vont trouver preneur. Il va y avoir du négoce, de l'achat et de la vente, des fois à une échelle très très locale, des fois à une échelle régionale, des fois à une échelle nationale, voire européenne. Et pour faire vivre tous ces métiers-là, pour que ce soit sur de l'opérationnel, de la logistique, de l'industrie, du commerce, on a évidemment besoin d'animation, on a besoin de communication, on a besoin de mettre en avant ce qu'on sait faire, on a besoin aussi, ça c'est une tendance beaucoup des politiques publiques depuis une grosse dizaine d'années, d'inciter tous ceux qui génèrent du déchet à en produire moins. Et ça, je pense que c'est Sabrina qui vous en parlera tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la prévention, la réduction des déchets. Et là, on est beaucoup sur de la communication et sur de l'animation. Et enfin, les derniers métiers qu'on va pouvoir trouver dans le secteur du déchet, c'est aussi tous les métiers d'accompagnement, de conseil, de contrôle, comme ceux qu'on peut trouver finalement dans tous les autres secteurs. Donc, vous voyez que nos bulles vertes qui vont décrescendo font que les métiers opérationnels logistiques sont ceux qui vont mobiliser le plus de main-d'œuvre sur des postes qui sont pas forcément qualifiés et des fois pas forcément attrayants au premier abord parce que le mot déchet rebute énormément. Il rebute énormément parce qu'on a plutôt l'image d'un sac poubelle qui s'éventre avec des déchets putrescibles qui se retrouvent sous vos pieds. Or, comme je vous disais tout à l'heure, tout devient un jour ou l'autre un déchet. Et donc, au-delà simplement d'une pomme ou d'une tomate pourrie, en fait, vous allez dans l'industrie, vous allez dans les secteurs hospitaliers, là aussi on produit du déchet, et c'est pas forcément du tout ce qu'on imagine. Et le plus difficile généralement pour nous qui sommes du secteur, c'est de réussir à dépasser ce premier obstacle, l'image et toute la connotation que vous avez autour du mot déchet, pour montrer la diversité des métiers que vous avez derrière, toute l'inventivité, toute l'adaptabilité qu'il faut avoir. Et généralement, ceux qui travaillent dans le secteur des déchets, je pense que mes homologues de Suez le diront, sont des passionnés. Et quand on commence à travailler dans le secteur des déchets, généralement, on va bien y passer une bonne partie de sa carrière. Et donc, si jamais ça vous intéresse, alors là, je ne vais pas parler de toutes les formations qui existent dans le monde de la gestion des déchets, parce que vous avez vu tous les postes qu'il y a, que ce soit sur des premiers niveaux de qualification ou des niveaux 5 ou 6, vous avez un peu toutes les gammes de formations qui vont exister. Je vais parler simplement d'une formation qui existe en Bourgogne-Franche-Comté, qui est la première du genre qui a été créée notamment en partenariat avec notre association Rudologia et l'Université de Franche-Comté, une licence professionnelle, gestion et traitement des déchets et économie circulaire. Là, on va changer, on va rentrer sur un nouveau cycle à partir de l'année prochaine. Elle existe depuis plus de 20 ans. C'est une vingtaine d'étudiants, formation initiale, formation continue, apprentissage, qui sont sur un cursus universitaire assez classique, généralement de septembre à août, avec des périodes de stage. Et une partie, alors elle porte le nom de
licence professionnelle, c'est un bac+3, donc accessible à partir d'un bac+2. Et le terme professionnel est important dans la mesure où c'est vraiment une transition vers le monde professionnel. Donc, les étudiants qui rentrent dans notre formation d'université, ne sont pas là pour aller faire un master et un bac+5 après. On leur explique qu'ils ont 2 années de théorie à l'université et ils viennent commencer leur transition vers le monde professionnel. Alors, généralement, sur des formations, sur des promos d'une vingtaine d'étudiants, on va avoir une quinzaine qui sont en formation initiale, donc des jeunes qui ont autour de 20 ans, et puis on a régulièrement entre 2 et 5 personnes qui sont des adultes en reconversion professionnelle et qui ne soupçonnaient pas tout ce qu'ils allaient pouvoir trouver dans le secteur des déchets. Et la découverte des métiers se fait avec énormément de visites, énormément d'immersion professionnelle. Donc les étudiants vont être derrière des camions, les étudiants vont être dans des usines, les étudiants, là sur la photo, vont aller visiter des centres de regroupement, de tri, surveillance de déchets dangereux, et donc énormément de mise en pratique, et notamment pour découvrir toute la richesse des métiers. Donc voilà la formation que je voulais mettre en avant, parce qu'en plus c'est une formation qui est locale, avec l'Université de Franche-Comté, et qui plus est, basée à Lons-le-Saunier. Si jamais vous connaissez des personnes que ça intéresse, la rentrée, ça arrive en septembre. Et voilà, je pense que je vais en rester là pour la partie, on va dire, qui était planter le décor. Du coup, j'avais quand même une question. Vous avez dit que cette formation pouvait se faire en apprentissage. Le contrat de professionnalisation, pas possible ou possible? Je pense que c'est possible. Je vais le vérifier. Apprentissage, c'est plutôt récent. Contrat de pro, je suis pas sûr qu'on en ait vu passer tant que ça, mais je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Et on peut aussi la valider par le biais d'une VAE. Et exactement, VAE qui sont possibles. On a souvent des personnes qui ont fait une dizaine d'années dans le secteur des déchets et qui, pour des raisons d'évolution professionnelle souvent internes à leur employeur, que ce soit collectivité ou entreprise, ont besoin d'avoir une équivalence bac+3 et dans ce cas-là font une VAE qui est très classique. Vous avez un mémoire à faire et puis une soutenance. Et généralement, comme on est sur des professionnels qui sont déjà en poste, la VAE n'est pas extrêmement difficile à obtenir. Le plus difficile, je pense, pour celui qui prépare sa VAE, c'est s'occuper de préparer son mémoire pendant qu'il fait sa vie professionnelle en parallèle. C'est toujours le problème du livret 2. Exactement. Bon, bah, je vous remercie beaucoup, Monsieur Bouzneau. Je vais donc passer la parole à Monsieur Rousseau. Bonjour à tous, Léopold Rousseau, responsable d'exploitation de la société Diez à Dijon. Et du coup, moi j'ai regardé un peu ce que c'était qu'un responsable d'exploitation, mais concrètement, c'est quoi votre rôle Et bien nous, en fait, sur la société Diez à Dijon, donc on a en charge toute la collecte des déchets ménagers de Dijon Métropole et de la communauté de communes de Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Donc c'est 78 communes au total pour quasiment 300 000 habitants. Et donc le responsable d'exploitation, c'est de coordonner toute la collecte des bacs à ordures ménagères des habitants de ces territoires et d'assurer la collecte des ordures ménagères, aussi bien donc les ordures ménagères résiduelles, donc les bacs gris, que les déchets recyclables, les bacs jaunes. D'accord. Voilà, donc on est 122 salariés, là, 123 salariés sur l'entreprise, sur des métiers un peu variés, liés à la gestion des déchets d'habitants. Donc la plus grosse partie sur la collecte, donc le métier de conducteur de bennes à ordures ménagères. Celui qui conduit les camions poubelles que vous voyez tous les jours dans les rues passer. Ensuite, il y a le métier d'équipier de collecte, donc la personne qui est derrière le camion et qui bascule les bacs dans le camion pour qu'ils soient compactés dans le camion et puis après vidés dans les exutoires spécifiques, centre de tri, usine d'incinération, etc. Et ensuite, on a des métiers parallèles à cette activité, parce que bien sûr, pour qu'on puisse réaliser l'activité tous les jours, il nous faut par exemple des camions qui fonctionnent et qui soient réparés et entretenus. Donc, par exemple, les postes de mécanicien poids lourd.
On a aussi un laveur de camions parce qu'on a une flotte aujourd'hui pour collecter là, les 300 000 habitants que je vous ai cité tout à l'heure, une flotte de 50 camions quasiment, 45 camions, et donc il faut qu'ils soient entretenus, réparés, lavés, etc. Donc ça c'est une partie des salariés. Pour que les poubelles soient collectées, il faut aussi des contenants. Donc c'est le contenant, c'est le bac poubelle que vous avez tous quasiment chacun chez soi. Et donc ça, on a une équipe aussi de 3 agents de maintenance de bac qui font la livraison des nouveaux bacs chez les nouveaux habitants, qui les réparent quand ils sont cassés et qui les nettoient, qui les entretiennent pour que chacun des habitants puisse avoir son bac à disposition pour que la collecte se fasse derrière de manière mécanisée pour améliorer les conditions de travail des équipes. Voilà, on a une équipe aussi d'ambassadeurs du tri, parce que tout autour de la partie collecte, il faut aussi communiquer sur les gestes de tri et les consignes de tri, les consignes de prévention des déchets. Et ça, c'est Brice qui va vous développer un peu le sujet ultérieurement. Voilà. Et puis, on a une équipe d'employés des équipes de management pour gérer les équipes au quotidien et d'administratifs pour gérer toute la partie ressources humaines, commerciales et administratives au quotidien. Voilà. Oui, du coup, on retrouve un peu ce qu'on retrouverait dans une structure un peu classique d'entreprise classique, mais transposée sur les métiers du déchet. Tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Et donc c'est des filières malgré tout qui sont en gros développement et qui ont et dans lesquelles il y a des opportunités en termes d'emploi. Par exemple, sur les postes d'équipier ou conducteur, moi que je gère au quotidien, on recrute des nouveaux salariés quasiment toutes les semaines, à la fois sur de l'intérim, mais aussi sur des missions d'insertion. On travaille beaucoup avec ID Intérim, un gros partenaire là sur Dijon, avec qui on a un gros partenariat sur l'insertion professionnelle. Parce qu'on a des métiers qui sont en perpétuelle évolution et pour lesquels on embauche quotidiennement. Ce qui est bon à savoir. Mais c'est quand même des métiers, les 50 camions qui tournent quotidiennement sur toute la métropole, avec le conducteur et ses équipiers, c'est quand même des métiers qui sont relativement exigeants et difficiles, peut-être un peu physiquement aussi. Alors effectivement, c'est un métier, c'est des métiers qui sont difficiles malgré tout. Alors c'est des binômes, hein, comme vous le disiez, le conducteur, l'équipier de collecte, ils partent tous les deux ou tous les trois selon les tournées. Ils peuvent être 2 équipiers de collecte derrière le camion. C'est une mission qui est compliquée, mais qui est à la fois à ses atouts. Quand les équipes partent, ils vont sur le terrain, ils ont aussi un rôle un peu de communicants sur leur tournée. Ils créent du lien social avec les habitants, etc. Et aussi communiquent aussi sur la partie gestion des déchets et apportent des solutions aux habitants quand ils savent pas dans quel bac mettre tel ou tel déchet. Ils ont aussi un rôle de communicant auprès des usagers. Donc c'est quand même un métier qui est assez diversifié à la fois. C'est un métier qui est diversifié et sur lesquels il nécessite, ça nécessite des responsabilités parce qu'ils partent en autonomie. Ils n'ont pas de responsable d'équipe qui les suit toute la journée. Ils ont une tournée à faire et ils partent pour leur 7 heures de travail avec leur camion et leurs collègues. Par contre, il faut être matinal. Et il faut être matinal parce qu'effectivement, l'activité, elle commence le matin à 5 heures pour les équipes de matin, et ça se termine en début d'après-midi. Après, on a aussi des équipes d'après-midi, un peu moins, qui commencent vers 13 heures et qui terminent vers 21 heures. Et on a des équipes de nuit qui collectent l'hypercentre-ville de Dijon, et eux qui commencent vers 19h, 19h30 pour terminer vers 1h du matin. Et on a des activités 7 jours sur 7, parce qu'aujourd'hui, on a des gros enjeux sur de la propreté urbaine du centre-ville, et en particulier sur les grandes villes comme Dijon.
Ben, merci. Mais la question que je me posais, vous-même en tant que responsable d'exploitation, quel est votre rôle vis-à-vis de toutes ces équipes Ouais. Alors moi, mon rôle, c'est de coordonner toute cette activité. C'est 100 personnes à peu près là, sur la collecte avec des attachés d'exploitation, donc des chefs d'équipe qui gèrent les équipes au quotidien. Et c'est de coordonner de façon à ce que toutes les semaines, on collecte bien les 160 000 bacs des usagers qui sont sur la métropole. Donc d'avoir des plans de collecte mis à jour régulièrement pour pas qu'on oublie un quartier ou une rue ou une nouvelle rue qui se crée. Donc c'est de faire évoluer cette activité de façon à ce que chacun des usagers métropolitains ou des territoires puisse avoir le même service et avoir le service que leur bac soit ramassé au quotidien. Du coup, j'allais vous demander quelles compétences sont nécessaires pour exercer votre métier, mais je me dis qu'une grande organisation est de toute façon nécessaire en termes de planification. Ouais, c'est ça. C'est des formations de logistique, de gestion humaine au quotidien, de management, et aussi une grosse souplesse, hein, parce qu'on gère De l'humain. une centaine de personnes, de l'humain, et donc il faut être assez souple au quotidien. Et enfin, la question est peut-être un peu indiscrète, mais vous y êtes venu comment Alors moi j'ai évolué dans le métier. Je suis rentré en 2011 comme ambassadeur du tri, et puis j'ai passé quelques échelons, et j'ai repris l'exploitation il y a 7-8 ans. D'accord. Voilà. Je vais pas vous demander, vous aimez ce que vous faites forcément. Ouais, j'apprécie ce que je fais. Qui est un métier, enfin pas grand air tout le temps, parce que j'imagine que vous, en tant que responsable d'exploitation, vous êtes quand même à faire justement tous les parcours dans la Ouais. ville. C'est ça, c'est un métier qui est hyper varié. Donc moi, je vais aussi bien aller voir des habitants pour comprendre leurs problématiques sur une rue en travaux, etc. Mais aussi travailler avec l'atelier. Par exemple, là, on parlait de l'hydrogène tout à l'heure. On a quelques camions à hydrogène, donc on a des gros enjeux, quelques camions à hydrogène qui vont arriver et qui vont être mis en service prochainement. Donc on a des gros enjeux sur la décarbonisation d'une flotte de véhicules. Voilà, il y a le métier est hyper varié. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Rousseau. Merci à vous. Est-ce que, enfin, je suis pas sûr que votre métier à vous, il y ait beaucoup de responsables d'exploitation sur la métropole, sinon vous-même. Alors sur la métropole peut-être pas, mais c'est des métiers qui existent partout en France, hein, parce que partout en France, partout dans le monde, même j'allais dire, parce que il faut bien ramasser les déchets de chaque habitant. C'est pas faux, mais en tous les cas, si les gens sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas peut-être à postuler librement chez Exactement. Suez, enfin chez Diez. Enfin, Ouais, les offres d'emploi sont sur le site Suez, hein. Vous pouvez retrouver les plateformes d'emploi sur le site internet Suez. avec des métiers Par secteur passionnants géographique, avec des métiers passionnants. et des possibilités d'évolution. Et beaucoup d'ouverture de postes et d'opportunités. D'accord, moi je vous remercie beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Moïno. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc ambassadeur du tri et maître composteur. On avait discuté rapidement pour préparer ce webinaire et en fait, je vous avais demandé, mais quelle était votre histoire professionnelle, Monsieur Moïno? Eh ben, mon histoire professionnelle, elle est un peu chaotique. Pas hyper bon à l'école, j'ai pas trouvé spécialement de vocation. Et du coup, j'ai pas mal galéré jusqu'à trouver le métier d'ambassadeur du tri. J'avais du mal à faire des tâches tous les jours la même chose, etc. Et du coup, ambassadeur du tri, c'est vraiment jamais la même chose, quoi. Donc voilà. Déjà, grande diversité au niveau des actions. C'est un métier de communication et du coup, moi à l'école, j'aimais bien amuser la galerie et du coup, je me suis rendu compte que ça m'a servi un petit peu dans mon taf. Parler aux usagers, essayer de se rendre intéressant, faire des animations, tenir 1 heure à essayer de discuter avec les gens et expliquer des choses.
J'étais assez fan de vulgarisation scientifique, enfin la démarche de vulgarisation. Et du coup, ambassadeur du tri, c'est aussi un peu ça. Quand on est face à une classe dans une école, par exemple, on va parler du déchet, donc quelque chose qui est pas très sexy à la base pour le grand public. Et alors on a un effet qui est assez marrant, c'est-à-dire qu'on arrive dans les écoles, par exemple, tout le monde fait un peu la gueule parce qu'on va parler des déchets. Et puis 1 heure après, ils sont tous contents parce qu'en fait, ils ont appris plein de trucs et puis qu'en fait, le déchet, ça mène à plein de choses en termes de connaissances. Voilà, le déchet, c'est l'écologie. L'écologie, c'est comment fonctionne le monde. Enfin, on peut dézoomer autant qu'on veut et du coup, c'est hyper intéressant de parler de ça. Donc, j'ai découvert ce métier sur le tas parce que du coup, ambassadeur du tri, il n'y a pas trop de diplômes. On apprend sur le terrain, donc on apprend. Alors nos tâches, ça va déjà être la relation à l'usager, parce que par exemple, s'il y a un problème au niveau de la collecte, je sais pas moi, des bacs mal triés, par exemple, c'est aux ambassadeurs du tri. À la base, historiquement, ils ont été créés pour ça, hein, pour expliquer le tri aux gens. Et du coup, nous, nos actions vont être d'aller voir les habitants pour leur expliquer ce qu'ils n'ont pas bien fait, ce qu'ils ont bien fait aussi maintenant. Et ensuite, on a aussi une partie animation. Donc, animation dans les écoles, dans les structures, auprès de n'importe quel public, hein. On a du public école, du public médico-social, du public. Je crois qu'on a même eu 2-3 animations en prison. Enfin, voilà, on a beaucoup de terrain sur lequel on travaille. Et moi, dernièrement, depuis 2 ans, je fais essentiellement du compostage parce que du coup, c'est une partie de la gestion des placettes de compostage sur Dijon Métropole est gérée par les ambassadeurs du tri. Et du coup, maintenant, mon poste prend quasi, là, surtout depuis janvier, où je rappelle, il y a la loi AGEC qui est passée, qui incite au tri des biodéchets. Et du coup, là, il y a du taf. Voilà. Depuis janvier, il y a beaucoup de taf. Je le constate aussi, la taille de ma poubelle grise a fortement diminué. Et oui. Enfin, déjà avant, mais Oui, encore plus alors, maintenant. là, en fait, avant, on était sur un public assez sensible à l'écologie. Et là, on voit un public arriver sur le compostage, le tri des biodéchets, qui était pas du tout amené à le faire avant. Et du coup, c'est intéressant. Ça va être un grand défi parce qu'il va falloir beaucoup communiquer dessus. Et puis, mais voilà, donc c'est très intéressant. Et puis pareil, en compostage, c'est pas une simple poubelle. Il y a expliqué le processus, qu'est-ce qui se passe. C'est avec des petites bêtes. Donc pour les enfants, c'est hyper marrant. Et puis, expliquer que c'est un peu une poubelle, même si c'est une poubelle ancienne, on va dire, c'est une poubelle d'avenir. Voilà. Et alors, j'avais noté 2-3 trucs sur, parce qu'ambassadeur du tri, donc je vous ai dit, on apprenait un peu sur le tas. Malgré tout, il y a quand même des qualités qui sont un petit peu inhérentes au métier. Capacité d'adaptation. Parce que, par exemple, quand vous sonnez chez quelqu'un, vous ne savez jamais sur qui vous allez tomber. Donc, en ça, par exemple, on apprend vite qu'il ne faut pas sonner chez les gens vers 13h. Voilà, il y a les bébés qui dorment. Ou les gens qui font la sieste aussi. Donc, ils nous ouvrent, ils sont grognons, donc on part mal. Donc, voilà, en fait, c'est un peu un métier pochette surprise. On ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. C'est beaucoup de l'humain. Donc, ça demande aussi une grosse capacité d'empathie. Parce que quand vous avez 1 heure en animation, si au bout de 10 minutes, vous voyez les gens s'endormir, il va falloir un petit peu impulser. Et donc, du coup, moi, je le considère, c'est ce que je dis à mes collègues, c'est un peu du one-man show quand on est en animation. Donc, il faut de l'énergie, du rythme, de la participation. Voilà, c'est pas un truc où on déballe juste des infos, sinon ce serait pas intéressant. De la pédagogie, peut-être. De la pédagogie, de la culture générale, parce que on va parler à tous les types de personnes et du coup, il faut pouvoir les accrocher un petit peu par le biais de choses qu'ils connaissent. Et du coup, voilà, faut un peu être cultivé quand même. Ça aide pas mal. Autonomie aussi, parce que du coup, quand on parle le matin avec nos tâches, donc c'est-à-dire nos tâches, ça va être
aller faire un rappel des consignes dans un immeuble parce qu'il est mal trié. Ensuite, vous allez, je sais pas, je donne des exemples au hasard, mais aller voir tel composteur. Et ensuite, cet après-midi, vous allez aller faire une animation dans une école. En général, on est en binôme. Et du coup, on n'a pas de chef sur le dos toute la journée. Il faut faire le taf, il faut être, faut être organisé. Et puis voilà, il faut être un peu autonome et puis avoir son planning en tête constamment parce qu'il y a toujours des choses à faire, il y a toujours. C'est un métier qui bouge. Et du coup, vous là actuellement, vous passez votre certification de maître composteur, c'est ça? Oui. Alors, maître composteur, c'est le troisième diplôme. Il y a référent de site, guide composteur et maître composteur. Et en gros, maître composteur, c'est une certification pour avoir le droit d'installer des placettes de compostage. En gros, il va y avoir toute une partie d'apprentissage sur le législatif au niveau du compostage. Apprendre le compostage en soi, on l'a appris depuis longtemps par le biais des autres diplômes. Mais là, c'est quelque chose qui va être plus sur le législatif et on pose pas une placette de compostage partout. Il y a des choses à respecter et voilà. D'accord. Ok. Et puis, moi je trouve que votre métier est super complet. J'imagine qu'on vous demande souvent ce que deviennent tous ces déchets à la fin, qu'il y a des questions à te donner, parce que le compostage, voilà, mais Alors oui, on a pas mal. Alors, en fait, il faut savoir un truc, c'est que il n'y a pas une réponse générale à donner en général. On peut pas dire les déchets sont envoyés à tel. Chaque région trie différemment et a ses propres manières de recycler. Et donc, on fait souvent face aussi aux questions. Le lendemain des reportages d'Élise Lucet voilà, on a souvent des questions liées à ça. Mais de toute façon, quand on bosse dans ce métier, on a souvent affaire à une espèce de méfiance. Alors, je dirais pas complotisme, mais notre but, ça va être un petit peu de désamorcer ça et d'expliquer clairement que, c'est assez simple. Ça se passe comme ça, comme ça. En fait, dans le monde du déchet, il y a ce que j'appelle l'effet chasse d'eau, c'est-à-dire que, en général, on tire la chasse, on ne sait pas ce qui se passe, ou on pose la poubelle, on ne sait pas ce qui se passe ensuite, et du coup, ça laisse le cerveau rempli les vides, et donc on a toujours un peu l'impression qu'il se passe des choses, et en fait, non, c'est assez simple et c'est assez clair, et en plus, c'est souvent, par exemple, le centre de tri, on peut le visiter à Dijon, et du coup, on encourage souvent les gens à le faire. Et les gens qui l'ont visité comprennent mieux ensuite. Ah ben ok, d'accord, je comprends le geste de tri. Parce que vous allez poser la question à pas mal de gens, le centre de tri, ça sert à quoi? Ils vont vous dire à trier, d'accord, mais globalement, en réalité, pourquoi on trie, ils ne savent pas. Et voilà, et du coup, juste d'expliquer, alors sans partir jusqu'à où vont tous les déchets, parce que voilà, on nous coince souvent sur Élise Lucet, etc., à 10 que, mais globalement, sur Dijon Métropole, on est capable d'expliquer partout où ça va, où est-ce que ça se retrouve, et en quoi c'est fait, parce que du coup, tout ce que vous mettez dans votre bac jaune va être recyclé, et du coup, derrière, ça sert à faire de la nouvelle matière, quoi. je l'avais pas la ref Élise Lucet sur les déchets, mais je chercherai le reportage. En ce moment, c'est plus Élise Lucet, il y en a d'autres, mais il y en a beaucoup en ce moment. Parce que moi, il y a le gang des oranges qui comprennent pas pourquoi elles finissent pas forcément dans le composteur, et du coup, des fois, c'est un peu gênant. Alors, les oranges, c'est une légende urbaine, hein. Les agrumes, légende urbaine dans le composteur, on peut les mettre, hein. Pas ceux vers chez moi. Oui, je sais. Mais on s'est dit pourquoi. Ça fait 5-6 ans que je lutte activement contre ça. Mais testez, hein, mettez vos agrumes dans le composteur. Tant que vous n'avez pas un régime alimentaire basé sur l'orange qui nécessite de manger 8 kilos d'orange par jour, ça ne gênera pas le processus de compostage. Non, puis je pense que ça causerait de sérieuses carences. Merci beaucoup en tous les cas, Monsieur Moïno, pour la présentation de votre métier qui a l'air super intéressant. Vous cherchez des ambassadeurs du tri? Là, actuellement, on est plein. Le service, il y a 10 ambassadeurs. Pour Il y en a 10. l'instant, Vous êtes 10. on est 10.
Ouais, mais pour l'instant, non. Mais bon, des fois, ça arrive. Il faut aller regarder sur le site de Suez, Ok. sur les Ben plateformes. merci beaucoup en tous les cas. Pas de quoi. Je vais maintenant passer la parole à Madame Carpentier. Bonjour. Bonjour. Donc, votre titre, c'est responsable prévention des déchets et partenariat avec le volet RSE. Mais du coup, vous faites quoi? Enfin, quel est votre métier concrètement? Oui, alors c'est ce que j'allais dire. En fait, je pense que mon intitulé de poste ne coïncide pas parfaitement avec mon quotidien et c'est pour ça que je trouve que l'image RSE, responsabilité sociétale des entreprises, correspond plus. C'est-à-dire qu'en fait, dans mes missions, moi, j'ai deux grands objectifs, à savoir travailler chez Suez. Donc moi, je travaille tantôt avec mes collègues Léopold et Brice, mais moi, je dépends du territoire Suez, donc fonction support, comme on peut l'appeler. Mes deux grands objectifs sont en fait de travailler sur des projets innovants, à la fois autour de la transition sociale et aussi à la fois autour de la transition écologique, avant les marchés. C'est-à-dire que nous, chez Suez, donc avec mes collègues, en tout cas, on travaille pour la branche collectivité. Donc, comme on en discutait hier, on répond à des appels d'offres pour avoir des marchés de collègues, de propreté urbaine, etc. Et chez Suez, on accorde une grande importance à la compréhension en fait du territoire et à comment on pourrait nouer des partenariats, d'où le rappel avec l'intitulé de mon poste, qui ait du sens. Donc, des partenariats avec des acteurs qui travaillent dans la transition environnementale, des partenariats avec des acteurs qui travaillent dans la transition sociale. Donc l'idée, grosso modo, et je pourrais y revenir un petit peu après, sur le volet social, Léopold en a parlé tout à l'heure, il y a un vrai sujet autour de l'insertion, à savoir comment nous, Suez, en tant que grande entreprise, en tant que grand groupe, eh bien, il n'est pas de notre devoir d'ouvrir un peu plus nos métiers à des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, et pour ça, de mettre en place des clauses d'insertion dans nos marchés. Diez est le meilleur exemple, je pense, du territoire Grand Est Bourgogne-Franche-Comté. Il y avait un objectif de 75 000 heures d'insertion sur la durée du contrat. Et là, à l'instant où je vous parle, on est beaucoup plus que la moitié du contrat, mais on a déjà atteint l'objectif à plus de 130%. Et donc pour ça, voilà, on ouvre nos métiers. Comment on ouvre nos métiers? Eh bien, j'ai eu la chance avec Brice, il y a quelques mois, de faire un Vie ma vie. Donc Brice a présenté son métier à des jeunes de la mission locale. On participe à des job dating focus pour les personnes très éloignées de l'emploi. On a des périodes d'immersion. On fait des choses comme on fait aujourd'hui pour faire connaître nos métiers, d'autant plus qu'on a beaucoup de recrutement. Donc vraiment, on essaye, en tout cas, dans la mesure du possible, de recruter de façon beaucoup plus inclusive. Donc ça c'est ce qu'on fait. Et puis sur le volet transition sociale, eh bien, c'est de trouver des façons peut-être un peu innovantes pour sensibiliser les personnes à faire davantage le tri. Sur d'autres territoires, pas que Dijon, on met en place, par exemple, un système de bornes pour inciter les gens à avoir une récompense en échange de leur geste de tri. À Dijon, actuellement, toujours sur Diez, on travaille avec la responsable contrat et la responsable des ambassadeurs du tri, avec un service de sociologue qui est interne à Suez pour réfléchir sur les embellissements des locaux poubelles. Pourquoi embellissement des locaux poubelles? C'est pas juste de se dire on va peindre des marguerites et puis les habitants seront contents. C'est parce que sur certains quartiers, on a des vraies problématiques où les gens sont très réfractaires au tri et de se dire d'un point de vue vraiment sociologique comment on peut améliorer le geste de tri. Et puis, vous en parliez tout à l'heure, Julien aussi, avec une vraie dimension sur la réduction des déchets. Donc, une grande partie de mon travail, ça va être, pour résumer, de trouver un maximum de partenaires avec lesquels on pourrait travailler, à la fois sur le côté environnemental, à la fois sur le côté social, avant les offres et pendant les offres, pour créer des partenariats qui aient du sens, parce qu'on part du principe qu'on n'a pas vocation à savoir tout faire. On accorde une grande importance à avoir de l'impact, et parfois sur des territoires, eh bien, il y a des petites associations, il y a des acteurs qui savent mieux faire que nous. Donc l'idée, c'est de travailler en bonne intelligence. D'accord. Ben, c'était clair. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Du coup, je vois à peu près les activités que vous pouvez avoir au sein de votre, enfin dans le cadre de votre métier. Vous y êtes venu comment
à travailler justement sur les partenariats, la responsabilité sociétale et environnementale? Alors, moi, dans mon parcours, déjà, je me destinais à être prof d'allemand, donc rien à voir. J'ai fait une licence de langue étrangère appliquée, et puis après, j'ai fait un master, toujours LEA, mais qui était spécialisé dans l'action humanitaire. Donc après mes études, moi, je suis partie en mission humanitaire au Népal, parce que j'avais vraiment cette sensibilité très sociale, très égalité des chances. À la fois pro et perso. Et en fait, lors d'une mission humanitaire au Népal, eh bien, on a décidé de faire de la sensibilisation en fait à l'écologie. Et là, j'ai un peu une révélation parce que je me suis rendu compte que c'était deux thématiques qui me tenaient vraiment à cœur et que j'avais vraiment envie d'avoir un métier qui ait du sens et qui soit en adéquation avec mes idéaux, en tout cas. Et je me suis vraiment rendu compte que le côté à la fois écolo et social, eh ben, ça marchait super bien ensemble. Et quand je suis revenue en France, donc j'ai continué de travailler un petit peu dans l'associatif. Et puis après, j'ai découvert une start-up qui était spécialisée dans le déchet. Et vous le disiez tout à l'heure, Julien, rien ne me prédestinait forcément à travailler dans le déchet. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de métiers, qu'on pouvait vraiment faire énormément de choses, qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre et que ça avait vraiment du sens et de l'impact au quotidien. Et j'ai été recrutée chez Suez il y a 2 ans et demi sur une création de poste. C'est un peu des nouveaux postes, ce genre de fonction. Et en tout cas, pour ceux qui sont plus ou moins dans l'écosystème, je trouve que maintenant, et surtout depuis 2 ans, on voit de plus en plus de nouvelles offres des grandes entreprises, dans les startups, dans les petites entreprises, responsable développement durable, responsable RSE, responsable climat. C'est vraiment des nouveaux métiers où il y a beaucoup d'offres en ce moment et beaucoup de nouveaux masters qui sont en train d'émerger, là où à mon époque, il n'y en avait pas forcément. Voilà. Ok, merci. La même question à vos collaborateurs. Quelles qualités, compétences faut-il pour exercer ce métier? Pour moi, il faut être convaincu. Parce qu'il y a quand même une partie de négociation aussi, c'est-à-dire que souvent sur le terrain, alors déjà faut être mobile, faut aimer aussi être sur le terrain et pas tout le temps au bureau. Il faut avoir cette faculté de vendre entre guillemets un service, et pour ça, et en tout cas c'est mon parti pris, il faut y croire. C'est-à-dire que je suis convaincue des projets que nous menons chez Suez, je suis convaincue de leur impact, et du coup c'est quand même beaucoup plus facile à vendre lorsque je suis en face d'un interlocuteur pour le convaincre d'avoir un partenariat ou de convaincre un élu de travailler avec Suez. Donc je dirais qu'il faut être convaincu, je dirais qu'il faut aimer les gens. Il faut aimer aussi être au contact des gens avec un public qui est tout à fait différent, savoir parler à tout type de public, avoir une petite capacité de négociation, et puis en termes de soft skills, de compétences douces, je dirais beaucoup d'empathie et savoir parler en public, quoi, être à l'aise avec le contact humain. Ben, merci. Le reste, ça s'apprend. Oui, j'imagine. J'avais peut-être une question qui n'est pas forcément pour vous directement, mais peut-être plus pour Monsieur Rousseau. Gros stéréotype sur les métiers. Est-ce que c'est un métier qui est ouvert aux femmes? Oui, c'est ouvert aux femmes. Après, c'est des métiers qui sont difficiles. On a, nous, une femme conductrice. On en a eu 2 ou 3 dans les 2-3 ans là, qui sont écoulés, avec des rythmes de travail qui sont un peu parfois pas faciles, surtout sur la partie horaire. Et c'est pour ça qu'on a du mal à concrétiser nos recrutements. On a eu une équipe pierre de collecte là, qui a commencé il y a 1 mois à peu près. Voilà. Mais oui, c'est des métiers qui sont ouverts aux femmes. Oui, c'est un peu comme tous les métiers dont on a un peu une image un peu masculine du métier. Du coup, peut-être que les gens n'osent pas se diriger non plus vers ce type de métier. Eh bien, merci. J'ai découvert encore un secteur passionnant
Franchement, mais à chaque fois je dis ça, mais je mens pas. Je me fais emporter à chaque fois. Donc merci à vous quatre, sincèrement, pour votre participation à ce webinaire. Vous le retrouverez prochainement. Enfin, je dis prochainement. On va relativiser en ce moment, mais d'ici 2-3 semaines en replay sur notre chaîne YouTube et sur le site Amphore. Si vous avez des questions que vous n'avez pas posées maintenant, mais qui vous viennent ultérieurement, n'hésitez pas, je les relayerai à nos intervenants. En tous les cas, je vous souhaite à toutes et tous une très belle fin de journée et notre prochain webinaire sera sur la réparation de camions, je vais le dire comme ça, de véhicules de transport routier. Voilà. Un réel besoin, y compris pour la collecte des ordures ménagères. Oui, un métier qui s'effectue à peu près partout. Donc voilà. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite un bel après-midi. Merci. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.